Le Nouvel Esprit Public, Philippe Pierre, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Nous revoilà via la plateforme Zoom. Je pense qu'il est inutile que j'explique pourquoi. Bien sûr, nous avons été très heureux de pouvoir retrouver, même brièvement, nos studios, de vous retrouver une fois en public à l'École alsacienne. Nous avions obtenu du Théâtre des Bouffes du Nord l'hospitalité pour l'émission du 15 novembre qui devait avoir lieu en public. Elle est reportée, ça inéda, et comme disait je ne sais plus qui, et nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et avec Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé Face à l'islamisme. Et il est présenté ainsi: l'engrenage fatal qui a mené à l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine mêle pour la première fois plusieurs sphères de l'islam radical, des parents salafistes en rupture avec les valeurs républicaines, l'islamiste Abdelhakim Sefrioui, figure de proue du collectif Cheikh Yassine, le terroriste de 18 ans Zaroff en contact avec des djihadistes syriens, pour ne citer que les principaux acteurs de cette stratégie. Le 1 qui a évidemment été rédigé avant le triple meurtre, triple assassinat de Nice, se penche sur cette mouvance pour mieux comprendre ses composantes, sa progression et son pouvoir de nuisance. Notre ami Richard Verly, qui représente le quotidien suisse Le Temps à Paris, a été envoyé aux États-Unis par sa rédaction pour y explorer la complexité du pays à quelques semaines de l'élection que l'on sait. Joseph Robinette Biden Jr. reste le favori des sondages, a écrit notre ami dans Le Temps, mais sur le terrain, les doutes persistent quant à sa stratégie, surtout dans les États qui feront la différence. C'est à la fin de son séjour dans l'un de ces États, le Texas, deuxième pourvoyeur de grands électeurs derrière la Californie, que j'ai interrogé Richard Verly, parti à la recherche de la classe moyenne américaine au pays natal de Lyndon Baines Johnson. Cette conversation est en ligne dans la rubrique Lebada depuis vendredi soir. Intéressons-nous maintenant à l'économie française à l'épreuve du reconfinement. Le gouvernement espère que les mesures sanitaires de confinement annoncées le 28 octobre pèseront moins qu'au printemps sur l'économie. Selon la dernière note de l'INSEE publiée le 30 octobre, le déconfinement a provoqué un rebond d'activité de 18,2% au troisième trimestre, soit 2 points de plus que prévu. Ce rebond avait été de 13,8% au deuxième trimestre, après au contraire une baisse de 5,9% au premier. Selon les statisticiens, l'activité économique pourrait marquer le pas en fin d'année sous l'effet de la résurgence de l'épidémie. La consommation des ménages devrait refluer de 7% cette année, après avoir augmenté de 1,5% en 2019. Les dépenses de consommation des administrations publiques, malgré une récente légère hausse, devraient connaître en 2020 un recul d'environ 6%. Selon les observations de l'INSEE, si le PIB du troisième trimestre 2020 demeure inférieur de 4,3% à celui du troisième trimestre 2019, toutes les composantes de la demande intérieure, et notamment la consommation des ménages, rebondissent nettement au troisième trimestre, et si le commerce extérieur reprend des couleurs, plus 23,2% après une chute au deuxième trimestre de 25,7%, l'investissement, lui, demeure très fortement en retrait. Ce sont principalement des activités de services qui ont été touchées: transport de voyageurs, ferroviaire et aérien, hébergement, restauration, activités sportives et culturelles. Au total, ces secteurs représentent environ 9% de la valeur ajoutée française. D'autres secteurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu: l'industrie pharmaceutique, les services d'information, les télécoms, le commerce de détail. Des secteurs qui, eux, représentent environ 8% de la valeur ajoutée totale. Sur le front de l'emploi, l'UNEDIC prévoit un chômage à 10,5% pour 2020. L'organisme qui gère le régime d'assurance chômage prévoit l'indemnisation de 420 000 demandeurs d'emploi supplémentaires fin 2020 par rapport à fin 2019, du fait de la destruction de 670 000 emplois salariés. En mai dernier, 23% des ménages déclaraient que leur situation financière s'était détériorée pendant le confinement. À l'opposé, 2% des ménages
avaient vu leur situation s'améliorer, tandis que 2 tiers signalaient une stabilité. L'exécutif a déjà mobilisé 468 milliards d'euros pour aider les secteurs en difficulté. Tout l'argent n'a pas été utilisé. L'arsenal de mesures enclenchées au printemps est réactivé, amplifié ou prolongé, qu'il s'agisse du chômage partiel, du recours aux fonds de garantie ou des prêts garantis par l'État. De nouvelles mesures seront prises dans les prochaines semaines. Le ministre de l'économie, lors de la conférence de presse du Premier ministre du 29 octobre, a estimé à 15 milliards d'euros par mois les aides publiques nécessaires au soutien des entreprises. Face à cette situation très tendue pour les finances de la France, la question se pose de la soutenabilité de la dette publique, qui devrait atteindre cette année plus de 115%. Sur cette question, Lionel Zinsou. Oui, merci Philippe. Si vous voulez, pour rompre un tout petit peu avec la morosité associée au début du deuxième confinement, je voudrais peut-être commencer en disant que ça n'a rien à voir avec la situation du printemps, de mars-avril et jusqu'au 11 mai, et qu'on est quand même dans une situation moins grave d'un point de vue économique. Et donc à la question, est-ce qu'on peut résister au confinement? Est-ce que c'est le coup de grâce de l'économie française? Je crois qu'il faut commencer par faire un petit peu la systématique des différences entre ces deux périodes. On avait été vraiment totalement impréparés, cueillis à froid. Enfin, ça avait été impressionnant, le choc de fin février, début mars. Là, il y a toute une série de leçons qui ont été apprises. Et puis, on a eu aussi, en vraie grandeur, au troisième trimestre, l'image de la reprise. C'est vrai que vous l'avez souligné, 16% de croissance au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre. Et on atteint à ce moment-là un niveau d'activité qui est à 4 ou 5% celui qu'il était en janvier ou en décembre 2019. C'était une reprise en V spectaculaire. Ça a dissipé l'idée que tout le monde allait rester très précautionneux après le 11 mai, que l'épargne allait continuer de s'accumuler, que les gens n'allaient pas consommer, que les entreprises n'allaient pas reprendre, ou allait y avoir beaucoup de problèmes de reprise, même sociaux, avec des syndicats hostiles à la reprise pour des raisons sanitaires et des raisons sociales. Enfin, il y avait énormément d'angoisse sur la reprise en V. La reprise a été absolument spectaculaire. Dans l'histoire économique française, il y avait un précédent de paralysie de l'économie, c'était mai 68. Il y avait eu également un rebond très très fort au troisième trimestre. Et ça veut dire que l'économie, post ce confinement qui nous atteint maintenant, fera exactement la même chose. Si on élargit un tout petit peu le champ, on s'aperçoit qu'une économie comme la Chine, qui a très peu de cas de contamination nouvelle, a repris également très fortement. Elle un petit peu plus tôt que les autres, évidemment, puisqu'elle avait été touchée avant les autres. Donc, le modèle de la reprise en V n'est pas compromis par la deuxième vague. Il y aura une deuxième reprise en V, et on sait maintenant exactement ce que les consommateurs consommeront. Ils reviendront vers les restaurants, ils reviendront vers les hôtels. Bon, on est privé du tourisme international, mais on a atteint des niveaux très élevés de tourisme domestique pendant l'été. On sait qu'ils retourneront dans les librairies. On n'a jamais eu dont nous souhaitons tous, je crois, qu'elle soit rouverte avant même la fin du confinement. Mais ils reviendront également vers tous les secteurs de biens durables. Ils reviendront comme ils sont revenus dans les 4 derniers mois vers l'automobile et tous les moyens de transport et les vélos, etc. Mais enfin, clairement, ils reviendront là. Ils reviendront dans l'équipement du foyer. Il n'y a jamais eu une demande aussi forte, peut-être parce que les gens, en cas de confinement, voient tout ce qu'ils ont à faire en équipement du foyer et en travail des artisans. Les artisans se sont retrouvés à nouveau complètement saturés. Donc, au moins, on n'a plus à penser le monde d'après sur le thème on n'arrivera pas psychologiquement dans les choix économiques
à sortir de la pandémie. Non, on sait qu'on en sort. La Chine est maintenant en forte croissance. La reprise de la production industrielle a été rapide. La reprise de son commerce international a été également rapide, montrant que les disruptions, les chocs sur les chaînes logistiques mondiales sont derrière nous et ne vont pas être affectés par le Covid français. Une autre des grandes différences, c'est que c'est pour l'instant un confinement assez isolé avec quelques pays, mais clairement, on n'est pas dans une paralysie mondiale comparable à celle du mois d'avril. L'économie mondiale, le commerce mondial reprennent. Alors, ils reprennent évidemment plus en Asie, beaucoup moins en Amérique latine. Cela reprend en Afrique, qui était infiniment moins touchée, puisque en avril, on attendait la catastrophe humanitaire africaine. Bon, en fait, ce sera le continent le moins touché, même si il a également l'expérience d'une deuxième vague. Mais on n'est pas, pour l'instant, on est isolé dans une économie mondiale qui va un petit peu mieux que nous, mais ça aura des conséquences fortes. Donc ça fait des différences essentielles. Il n'y a aucune raison de penser qu'on perdra du PIB à raison de 1,5% tous les 15 jours, même si donc aujourd'hui le confinement devait durer plutôt 2 mois qu'un mois, même si ce serait vraiment dommageable de perdre la saison des fêtes pour les commerces. En attendant, on n'est pas du tout, on est plutôt au tiers du rythme de dégradation qu'on avait observé au deuxième trimestre. J'ajouterais qu'on a appris quand même pas mal de leçons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mécanismes que vous avez évoqués en évoquant les 408 milliards qui ont été mis sur la table pour assurer la liquidité des entreprises, ces mécanismes sont pleinement actifs et on a tiré sur les 300 milliards qui sont l'essentiel des 408, qui sont les prêts garantis par l'État, pour l'instant la moitié, et donc on a largement de quoi, si la volonté politique est là, si on stimule les banques, et on a tout à fait les moyens d'assurer cette liquidité. En termes de protection de l'emploi, on a eu, comme vous l'avez noté, une baisse du chômage au deuxième et au troisième trimestre. Alors, au deuxième trimestre, c'est parce que les gens ne sortaient pas de chez eux pour aller chez Pôle emploi s'inscrire au chômage. Au troisième trimestre, c'est bien parce qu'on recrée des emplois et notamment, on a eu la plus forte montée historique de l'intérim, la reprise des CDD, un accroissement important de quelque chose qui est très significatif, parce que c'est une des réformes les plus réussies des dernières années, la réforme de l'apprentissage. Donc l'apprentissage aussi est reparti très vite. Donc il y a eu, pour des raisons un petit peu particulières, mais une baisse du chômage à un niveau historiquement bas. Alors ça ne va pas durer, non pas tellement à cause des plans de licenciement, qui évidemment s'annonce dans de nombreux secteurs, mais qui pour l'instant totalise 75 000 pertes d'emplois potentielles, mais plutôt à raison de la non-embauche en fait. C'est-à-dire que l'incertitude limite les embauches dans les entreprises. Il faut d'ailleurs encourager les entreprises à ne pas se retenir d'embaucher, d'arrêter complètement les recrutements. Ça, c'est absurde parce que évidemment, il y a toujours un risque de troisième vague, mais ce qui est le plus probable quand même, avec le nombre des candidats vaccins, c'est qu'au premier trimestre de l'année 2021, les perspectives de vaccins seront un petit peu plus fermes, sachant qu'en Chine, on a commencé à commercialiser un vaccin qui, semble-t-il, n'est pas parfait, mais qui quand même a une couverture, une effectivité d'un peu plus de 50%. Et les autres vaccins qui s'annoncent sont plutôt plus couvrants. Donc, ne pas embaucher, qui est la vraie raison du chômage, c'est jamais le licenciement, c'est toujours la non-embauche. Et notamment, ça vise beaucoup les jeunes qui sont dans une situation qu'il faut reconnaître comme catastrophique, notamment moralement, quant à leur entrée sur le marché du travail. Ne pas embaucher est une erreur qui obligera au premier semestre de l'année prochaine, en fait, à réembaucher en désordre. Donc, il faut faire plaidoyer sur le fait qu'on continue à protéger l'emploi,
parce que personne n'avait annoncé qu'il y aurait une baisse du chômage au deuxième et au troisième trimestre. Donc, il y a des moyens en place. Il y a le plan de relance qui aura plutôt un effet 2021. Il y a le plan européen qui aura également plutôt un effet 2021. Mais pour ce qui est de passer les 2 mois, on a encore la moitié des munitions de ce qui était mis en place au deuxième trimestre. Alors, ayant dit ça, qui est fait pour vous remonter le moral, mais qui est fondé sur la note de l'INSEE et la note de la Banque de France que vous avez évoquée, Philippe, il y a effectivement deux points qui sont quand même vraiment fondamentaux. Les secteurs sinistrés, on ne sait pas les aider de façon très efficace. Ça, c'est beaucoup plus difficile pour l'État, même s'il vient de mettre en place des instruments assez originaux de fonds propres. On sait faire de la dette, on sait prêter de l'argent. D'ailleurs, les remboursements des prêts garantis vont être étalés dans le temps. En fait, il n'y aura pas de remboursement au bout de la première année. Mais les aider en fonds propres, les recapitaliser et faire de la recapitalisation de masse, notamment pour les PME, les TPE, les commerces de détail et autres, évidemment, structures d'industrie créative, de spectacle. C'est très difficile pour un État. Il va falloir faire ça de façon beaucoup plus décentralisée. Les présidents de région sont d'ailleurs vraiment dans les starting blocks. Il y a tout un travail fait par M. Rousset, par M. Bertrand, dans les Hauts-de-France, dans la Nouvelle-Aquitaine, mais va falloir que ça soit beaucoup plus décentralisé parce qu'on a un besoin de recapitalisation de masse. Donc, les secteurs sinistrés, on ne sait pas bien les aider. Les secteurs affectés, impactés, mais pas totalement sinistrés, on a des instruments qui sont parfaitement opérationnels. Mais là, ça va demander de se concentrer là-dessus. Et l'autre éléphant dans la pièce, c'est que les ménages les plus vulnérables sont vraiment très précarisés et eux aussi assez mal pris en compte. Donc on va avoir un problème de pauvreté, un problème d'inégalité avec toutes les conséquences politiques que cela peut avoir. Et ça, c'est vraiment sur ces aspects très sélectifs. Au fond, le PIB, il va être maintenu à 90-95%. Les ménages français n'ont qu'une perte très très faible de leurs revenus disponibles grâce au modèle social français, grâce aux aides et aux revenus de transfert, grâce au fait que le chômage, quand il y a chômage, est indemnisé à un niveau tel qu'on ne perd pas de pouvoir d'achat quand on passe immédiatement au chômage, qui sont des particularités européennes et spécialement françaises. Donc tout ça, ça fait que 90% de la population est en fait assez exonérée. Elle a accumulé pour les moins pauvres également beaucoup d'épargne. Non, il y a un vrai problème très sélectif, exactement comme dans l'appareil productif. Socialement, on a un creusement des inégalités qui va être insupportable moralement et politiquement. Et donc, on va devoir prendre, je crois, des mesures hyper sélectives de ce côté-là, qui ne sont pas d'encourager la consommation, mais qui sont vraiment de solvabiliser les ménages précaires qui ont de nombreux droits sociaux en France, mais qui n'ont pas vraiment d'accès à ces droits, qui n'arrivent pas à les mobiliser. Et donc ça va demander que le gouvernement se surpasse, que les partenaires sociaux prennent cela en compte, parce que pour l'instant, c'est très associatif, c'est beaucoup de la solidarité familiale, mais ça n'est pas pour l'instant, ce ne sont pas des politiques à la hauteur et les vrais dégâts du confinement et le vrai risque de résilience de l'économie française, il est à mon avis sélectivement sur les plus vulnérables et dans la société française et dans les secteurs productifs. Lucile Schmitt. Oui, merci beaucoup Philippe. Lionel, vous avez tout dit, mais je vais peut-être remettre un petit coup de projecteur sur 2-3 choses. La première chose, je crois, c'est que on est en train de commencer à vivre notre second, peut-être notre deuxième confinement, excusez-moi. Et en vivant ce deuxième confinement, on voit bien que Emmanuel Macron, lorsqu'il s'est adressé aux Français mercredi dernier, a associé la question de la lutte contre la pandémie et la question économique de manière extrêmement explicite.
C'était évidemment pas le cas au printemps parce que nous ne savions pas encore comment ce confinement allait créer un moment de décroissance obligé et comment il allait atteindre particulièrement, vous l'avez rappelé Lionel, certains secteurs qui sont en général les secteurs des services, les transports, le loisir, la restauration, l'hôtellerie, enfin les services beaucoup plus que l'industrie. Donc on vit ce deuxième confinement avec la préoccupation économique explicitée par le président de la République d'emblée. Alors ensuite, il y a la question de la mise en œuvre du confinement et de la façon dont, vous l'avez rappelé, au troisième trimestre, l'économie française a rebondi d'une manière plus forte que ce qui était attendu que ce qui était anticipé par les experts, par les spécialistes, les économistes. Mais en revanche, au quatrième trimestre, dans une période où on voyait l'épidémie remonter de manière extrêmement forte, plus forte que ce qui était anticipé, le comportement des acteurs économiques, notamment des entreprises, puisque la politique du gouvernement d'accompagnement du confinement et du déconfinement, puis ensuite du reconfinement, est d'abord une politique fondée sur l'offre. Les entreprises n'ont pas été forcément, en termes d'anticipation, vraiment au rendez-vous. Et surtout, vous le disiez, les ménages ont beaucoup consommé au troisième trimestre. Bon, on est parti en vacances, on a oublié le confinement en se déconfinant à toute vitesse. Et puis là, à la rentrée, la demande des ménages n'était pas vraiment au rendez-vous. Et il faut rappeler que dans la baisse de l'investissement qui a été historique cette année, la baisse d'investissement des acteurs privés, des ménages, a compté énormément. Bien sûr, celle des administrations a compté aussi, et ensuite celle des entreprises. Donc on est face à un jeu d'acteurs où on voit bien que les ménages sont appelés à jouer un rôle fondamental dans la reprise et que pour l'instant, leurs anticipations, hormis la période, je dirais la bulle de l'été, des vacances, leurs anticipations ne sont pas bonnes. Et il y a une vraie inquiétude, vous l'avez rappelé d'ailleurs Lionel, vous l'avez esquissé, sur la question du niveau d'épargne et de la façon dont cette épargne forcée pourrait devenir une épargne de précaution et ne pas être réinjectée dans l'économie. Donc, en tout cas, on sait qu'avec le reconfinement, il y aura sur la reprise espérée, anticipée, un décalage de plusieurs mois et que cette reprise devrait se produire plutôt au deuxième semestre de 2021, alors qu'on l'espérait en fin d'année ou au premier semestre 2021. C'est un point essentiel parce que dans le même temps, la montée des inégalités, elle est extrême. Et ça a été documenté ce mois-ci par 2 études de l'INSEE qui ont été rendues publiques au milieu du mois d'octobre. On voit bien qu'il y a environ un quart des ménages qui sont aujourd'hui en train de subir une dégradation extrêmement forte de leurs revenus, qui rentrent dans la précarité, voire dans la pauvreté, voire dans l'extrême pauvreté. Et on voit, ça a été dit notamment par un économiste dit de gauche, Pierre-Yves Joffard, qui est de l'École d'économie de Paris, on voit que le confinement et les mesures qui sont prises pour lutter contre la pandémie ont un effet redistributif très fort. C'est-à-dire que l'arbitrage qui est souvent évoqué entre la question de la santé et de l'économie, il doit être complété par un focus plus qualitatif sur les populations. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on a très peu d'études qui combinent réellement les données concernant l'épidémie, la manière de lutter contre la pandémie, et des données sociales. Et cette question des effets redistributifs, il faudrait la documenter de manière plus fine, ce qui a amené certains députés à l'Assemblée nationale, députés pas seulement situés sur le champ gauche, pas seulement à la France insoumise, mais aussi députés dissidents de La République en marche, dans le cadre du groupe Écologie, Solidarité et Territoire, à demander qu'il puisse y avoir, par exemple, un effet, une proposition fiscale de redistribution en faveur des plus précaires, des jeunes, des ménages avec enfants qui ont peu de revenus, de ceux qui ont eu des CDD qui n'ont pas été renouvelés. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la question de compléter l'arsenal très complet sur la politique de l'offre et sur le chômage partiel mis en place par le gouvernement par des mesures qui seraient davantage des mesures sociales, elle est demandée par certains députés, encore une fois, des associations très nombreuses qui luttent contre l'exclusion et qui tirent la sonnette d'alarme, et que cet enjeu de comment est-ce qu'on complète dans l'hypothèse d'une pandémie qui durerait, ou en tout cas qui se prolongerait encore pendant 6 mois à 1 an, compléter l'arsenal économique par un arsenal plus social, c'est une question qui est explicitement posée. Troisième point, cet enjeu autour de la relocalisation, de la question industrielle. Lionel rappelait que l'industrie a
à mieux résister nettement que les services. Et on voit malgré tout que l'économie française, en termes d'exportation, vous l'aviez rappelé Philippe, a subi une baisse de ses exportations plus forte que celle de ses importations, du fait même de sa spécialisation automobile, aéronautique, agroalimentaire. Et donc la question de notre bonne spécialisation industrielle est aujourd'hui posée avec acuité par rapport à cette situation que nous vivons, dans laquelle il y a une recomposition de la mondialisation qui ne s'arrêtera pas structurellement après la fin de la pandémie. C'est notamment sur ce plan-là l'articulation entre un modèle plus durable, un modèle plus vert et un modèle économique français qui serait évidemment un modèle dans lequel la France conserverait son rang et sa puissance. François Bujon de l'Étang. Alors, Philippe, moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'ont dit les deux premiers intervenants, et notamment toutes les raisons d'espérer ou de ne pas être trop pessimiste que nous a donné Lionel. Je lui en suis reconnaissant, car nous avons besoin de ce genre de traitement. Mais en réalité, moi je suis peut-être, par tempérament, mais je suis un peu enclin à davantage de pessimisme, parce que malgré la pertinence de tout ce qui a été dit, il ne faut pas se déguiser que le deuxième confinement intervient à un moment où la reprise qui s'était esquissée en effet au troisième trimestre, cette reprise en V, apparaît bien comme n'avoir été qu'une parenthèse, où il y a quand même une inquiétude généralisée dans la population et chez les décideurs et les chefs d'entreprise, où l'investissement et les décisions d'investissement ne se prennent pas, où l'épargne accumulée par les ménages ne s'est pas vraiment dirigée vers la consommation ou un minimum pendant la période de vacances, et où finalement le confinement va toucher des entreprises qui sont déjà extrêmement... Le deuxième confinement va toucher des entreprises qui ont déjà été très fragilisées par le premier confinement. Parce qu'aujourd'hui, l'état des lieux, quand même, est assez sombre. L'INSEE avait prévu que la récession serait de 9% en 2020, mais M. Bruno Le Maire nous a dit il y a 2 ou 3 jours qu'en réalité, elle serait de 11%, et que l'estimation du coût de la reprise de l'épidémie et du nouveau tour de vis sanitaire, c'est-à-dire les couvre-feux d'abord et le confinement ensuite, pourrait coûter à peu près 5 points de PIB. Ça fait quand même beaucoup tout ça. Ça fera sans doute moins 11% d'après Bruno Le Maire. Nous avons quand même un chômage qui est légèrement au-dessus de 10%. Nous avons, semble-t-il, détruit un peu plus de 720 000 emplois depuis le début de la crise. La demande intérieure s'est effondrée et la consommation des ménages est de moins 7%. Alors ça c'est l'état des lieux au moment, bien entendu, où commence un deuxième confinement. L'État a fait ce qu'il fallait, je crois vraiment, l'État a fait un effort considérable pour venir en aide aux entreprises pendant les premiers mois de l'année. Il a mis à la disposition de l'économie, semble-t-il, un total de 468 milliards d'euros, ce qui est même considérable, auquel va s'ajouter, bien entendu, le plan de relance, plus les mesures européennes, si la guérilla avec le Parlement européen sur le budget pluriannuel finit par trouver une solution dans les délais requis. Il n'en reste pas moins que les chiffres, vous les avez rappelés, le déficit public est de 10,2% du PIB et la dette est à 115% du PIB. Donc quand même, la situation est très sérieuse, et voilà que nous arrive la seconde vague et le second confinement. Alors, évidemment, il y a des entreprises qui résistent assez bien, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont tout à fait sinistrés. Les secteurs sinistrés, on les connaît, ils sont très visibles malheureusement. C'est le tourisme et tout ce qui est le secteur de l'hôtellerie-restauration qui touche quand même beaucoup d'emplois. C'est le transport, et singulièrement le transport aérien, avec tout ce que ça va induire dans les mois qui viennent sur les industries aéronautiques et sur les compagnies aériennes. Je cite par exemple le chiffre de 300 millions d'euros qui est celui que perd Air France par mois pour l'instant, chaque mois. L'événementiel complètement sinistré, la culture complètement sinistrée, et même le secteur de l'automobile n'est pas vraiment flambant. Mais à côté de tout ça que l'on voit, il y a tout ce que l'on ne voit pas. Et tout ce que l'on ne voit pas, c'est que, par exemple, je cite des exemples un peu au hasard, l'investissement public a baissé de 26% entre janvier et juin. C'est quand même la plus forte chute de l'investissement public qui inclut évidemment
l'investissement des collectivités locales en 70 ans, ceci dans des secteurs qui étaient déjà sensiblement dégradés d'ailleurs par l'état des lieux. Par exemple, l'infrastructure ferroviaire ou bien le parc immobilier universitaire, ce sont des secteurs où l'investissement public aurait dû redorer un peu les choses et au lieu de cela, sa faiblesse s'accentue. Les recettes fiscales sont évidemment en baisse, ce qui pénalise bien sûr l'État, mais ce qui pénalise aussi beaucoup les collectivités locales, d'où retour au point précédent. D'autres choses encore moins visibles, prenons par exemple les comptes de l'UNEDIC. Les comptes de l'UNEDIC sont dans le rouge à un point qui est tout à fait grave en réalité. Le déficit est de 18,7 milliards d'euros en 2020, il sera d'à peu près 10 milliards en 2021 et les recettes de l'UNEDIC, par définition, sont en chute puisque le chômage augmente et que l'activité baisse, en chute d'à peu près 10% par rapport à 2019. Et quant au déficit de la sécurité sociale, il est absolument abyssal puisqu'on en est, aux dernières nouvelles, semble-t-il, à 46,8 milliards d'euros. Donc tout ceci est quand même très, très, très préoccupant et on entre dans un confinement dont on ne sait pas combien de temps il va durer, mais on peut en effet penser que ce sera bien 2 mois et dont on ne sait pas du tout ce qu'il nous réserve parce qu'il n'est pas du tout dit que le virus cesse de se répandre, même s'il y a un coup d'arrêt qui lui est donné, nous pouvons continuer à avoir des problèmes encore pendant tout l'hiver-printemps. Donc je crois que nous avons quand même une situation qui est grave et tout ce qui a été dit par Lionel et par Lucille sur l'aspect social des choses, l'augmentation bien entendu des inégalités sociales, la précarisation croissante d'un grand nombre de gens est très sérieux, de même qu'est très sérieux la situation des jeunes, et notamment des jeunes diplômés à la recherche d'un premier emploi. Donc voilà, il faudra bien trouver la ressource à tout cela, et puis il faudra bien se préoccuper d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas laquelle, de l'état des finances publiques qui atteint quand même un point absolument critique. Lionel Zinsou. Oui, non, mais je partage tout à fait le tableau qui est très sombre. En fait, je répondais plutôt à la question est-ce que. C'était pour nuancer Non, mais je répondais plutôt à la question est-ce qu'on a appris quelque chose? Est-ce qu'on a des instruments en place? Est-ce qu'on est conscient de là où il faut appliquer l'effort? Est-ce qu'on est dans la même situation mondiale ou dans une situation mondiale qui est quand même plus facile que celle d'avril-mai? Mais juste quelques petites remarques. Sur l'investissement public, ça, c'est une grande différence avec la sortie de crise de 2009-2010. Et il va falloir véritablement s'en occuper en 2021, parce que un des facteurs de la reprise de 2009, c'est que l'investissement public avait augmenté. Et donc là, on a une conjonction très malheureuse entre les élections municipales et la pandémie, parce que malheureusement, l'investissement public il repose aux 2/3 sur les collectivités territoriales et il s'arrête traditionnellement, il baisse très significativement avant des élections et pendant les mois qui suivent des élections et la mise en place de nouveaux exécutifs territoriaux. Ce serait un bon argument pour repousser assez loin les élections régionales également, parce qu'il y a un effet de paralysie des collectivités territoriales, et cette conjonction, elle est vraiment malheureuse. Alors cela étant, c'est une partie très faible de l'investissement total du pays. Sur l'investissement des ménages, c'est le logement. Donc là, et ça fait partie des mesures sociales en fait, il y a eu des décisions pour la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du logement social, mais qu'il va falloir beaucoup amplifier probablement. Il se trouve qu'on a arrêté en France beaucoup plus qu'ailleurs la construction. Ça aussi, c'est une leçon apprise. Il n'y aura pas d'arrêt comparable des chantiers de la construction, parce que ça, sur tout le territoire, ça avait des effets extrêmement délétères. Et comme les Français payent leur logement à l'avancement des travaux, on a eu effectivement un trou d'air terrible. Et donc, on va livrer dans l'année 2020
non pas 400 000 logements ou quand on atteignait des records 600 000 logements, mais 200 000. Et le problème, c'est que un logement crée 2 emplois. Quand on en fait la moitié de ce qui est prévu, on se crée 400 000 chômeurs de façon irréversible. Et donc, clairement, dans le dispositif économico-social, mais où le mot social est le plus important des deux, il va y avoir sur l'investissement des ménages à s'occuper du logement. Il y a eu une décision du gouvernement qui était un amendement sénatorial que le gouvernement a accepté de d'encouragement aux donations qui n'est pas très porté politiquement, mais qui a quand même été voté sans aucun droit de succession à payer, ni droit de mutation. C'était une mesure qui avait été utilisée par Nicolas Sarkozy dans la loi TEPA. Elle a une conséquence, et il faudrait rappeler qu'elle existe, parce qu'elle a une conséquence, c'est que quand on fait des donations aux enfants et aux petits-enfants, ça se traduit immédiatement en des épargnes et en investissement dans du logement ou second emploi dans la création d'entreprises. Et on a besoin des deux. Donc ça va être très important. Je crois que c'est une mesure dont il faudrait faire la publicité, puisque le gouvernement ne le fait pas. Mais la seule façon de désépargner très efficacement, c'est de repasser normativement en 2021 à un objectif de livrer 500 000 logements et évidemment de ne pas en rester aux 200 000, parce que c'est ça effectivement que soulignait François et qui est très important dans le trou d'air exceptionnel de l'investissement. L'investissement productif, lui, est un peu moins affecté. Il évolue comme le PIB. On pouvait craindre qu'il évolue bien pire que le PIB. Sinon, François, il se trouve que le gouvernement, en présentant les lois rectificatives de finances au printemps, avait déjà une hypothèse à moins 11%. Et donc, tous les instruments ont été calibrés, tout l'endettement programmé, etc., pour moins 11%, parce que le gouvernement était un petit peu plus pessimiste. Et là, pour le coup, c'était préparé en admettant qu'il pouvait y avoir une deuxième vague. 9%, c'était la bonne surprise. Le FMI avait dit que ce sera 12% en France, moins 12% en France de création de richesses, et les économistes, très encouragés par la reprise en V, étaient plutôt sur 9, mais le gouvernement était quand même préparé sur ce qui va être, in fine, le vrai chiffre. Vous avez tout à fait raison, l'un et l'autre, d'attirer l'attention sur l'épargne, mais l'épargne de précaution, d'abord c'est l'épargne des riches, parce que c'est pas distribué de façon très égalitaire dans la population. L'épargne sont des gens qui ont peu de propension à consommer, donc c'est vrai que ils peuvent la conserver, mais il y a quelque chose de très important dans l'épargne de précaution, c'est l'anticipation de la hausse des impôts. Ça, c'est le facteur numéro 1, comme ça, dans les recherches, les études empiriques. Le fait de donner des signaux de stabilité fiscale, c'est vraiment très important. Je vous propose, sur cet optimisme fiscal, je vous propose que nous essayions de comprendre ensemble où Erdogan emmène la Turquie. Après l'hommage à Samuel Paty et après nous ne renoncerons pas aux caricatures d'Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan a invité le président français à faire examiner sa santé mentale et l'ambassadeur de France à Ankara a été rappelé en consultation. Alors je m'interromps une seconde puisque nous avons la chance d'avoir parmi nous un ambassadeur de France pour que François Bujon de l'Étang nous explique qu'est-ce que c'est rappeler un ambassadeur en consultation. Quel est le sens et l'éventuelle gravité du geste? La réponse élémentaire, c'est de dire que c'est une façon de marquer un très très grand mécontentement, ça va de soi. Donc c'est un geste auquel on n'a pas recours facilement. Il faut qu'une situation soit grave pour qu'on rappelle un ambassadeur, sous-entendu en consultation, c'est toujours le cas. Ensuite, il faut voir quel est le degré du rappel. Est-ce qu'on le rappelle pendant 3-4 jours pour marquer le coup, ou est-ce qu'on le rappelle pendant des mois, voire des années, comme ça s'est passé? Par exemple, je pense à l'ambassadeur de France au Maroc, après l'affaire Ben Barka, il a passé
plusieurs années en France à être rappelé. Alors, l'autre réponse à votre question, c'est de dire que c'est le degré juste préliminaire à une rupture ou à une suspension des relations diplomatiques. On garde les relations diplomatiques, mais on en diminue le niveau en rappelant l'ambassadeur, ce qui est à la fois un coup pour marquer le mécontentement et un coup de semonce pour éviter que les choses ne s'aggravent encore. Je dois enfin rappeler que dans le cas de la Turquie, recherche faite, il n'y a pas eu de rappel de l'ambassadeur de France à Istanbul ou à Constantinople depuis, je crois, 1901, c'est-à-dire depuis qu'on a rappelé un ambassadeur auprès de la Sublime Porte avant la Première Guerre mondiale. C'est vous dire quand même que le geste est très significatif. Merci de cette précision. Le président turc reproche à son homologue français le projet de loi en préparation à Paris contre le séparatisme islamiste, loi qui prévoit notamment de structurer l'islam en France. Selon Erdogan, ce projet discriminerait la population musulmane française. Les réseaux pro-turcs au Qatar et au Koweït ont encouragé les appels au boycott des produits français en représailles contre la republication par divers titres de la presse française des dessins de Charlie Hebdo. Pour Paris, la synchronisation de ces manifestations d'hostilité a pour véritable cause la décision française de contrôler les ressources engagées en France par la Turquie pour conserver la haute main sur sa diaspora, forte de 700 000 personnes, via des associations culturelles et politiques. La Turquie contrôle en France la moitié des 300 imams détachés par des pays étrangers et elle cherche à implanter des écoles turques. Ces nouvelles tensions, auxquelles s'ajoutent les affrontements entre Arméniens et Turcs près de Lyon le 29 octobre, interviennent au moment où les contentieux géopolitiques entre la France et la Turquie ne cessent de se multiplier, que ce soit en Syrie, où Ankara reproche à Paris son soutien aux milices kurdes, en Libye, en Méditerranée, plus récemment dans le Caucase, et à un moment également où en Turquie, les piètres performances de l'économie, la répression accrue envers les Kurdes, les purges de la société civile, l'emballement de la pandémie de Covid-19 ont terni l'image du président turc. Selon Avrassia, un institut d'études de l'opinion, si les élections présidentielles et législatives prévues pour juin 2023 étaient anticipées, Erdogan n'en sortirait pas vainqueur. Son score serait de 38,7% contre 41,9% pour Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, son principal rival. En cause notamment l'économie, les promesses de prospérité se sont évanouies, le chômage est en hausse, 13% en moyenne, 26% chez les jeunes. La devise locale ne cesse de se déprécier, moins 25% par rapport au dollar depuis le début de 2020, tandis que les investissements étrangers se sont taris. En Europe, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, ainsi que le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, ont tous dénoncé des propos intolérables et appelé la Turquie à cesser cette spirale dangereuse de confrontation sous peine de se retrouver elle-même isolée, tandis que Angela Merkel est sortie de sa réserve pour fustiger des déclarations diffamatoires et inacceptables sur cette question. François Bujon de l'Étang. Alors, il y a énormément de choses à dire, donc on va essayer de les dire rapidement sur cette situation qui est quand même très préoccupante. Il y a plusieurs questions à poser. La première question, c'est de quoi Erdogan est-il le nom, comme on pourrait dire? Il est le nom, évidemment, de l'autoritarisme sous cette forme un peu nouvelle que l'on appelle la démocrature, c'est-à-dire une forme de dictature qui est tempérée par des élections en principe libres, mais qui, bien entendu, peuvent aussi donner lieu à tous les tripotages nécessaires lorsque c'est nécessaire, ce qui relativise, Philippe, évidemment, la portée du sondage dont vous avez donné connaissance, qui est fort intéressant en lui-même, mais n'oublions pas que Erdogan n'a pas dit son dernier mot et qu'il peut avoir recours à des mesures très extrêmes. Il l'a déjà fait après la tentative de coup d'État de 2016. Il faut dire que la Turquie est un pays où les prisons sont pleines, vraiment pleines, d'opposants politiques de tous ordres, d'anciens fonctionnaires, d'enseignants, d'anciens militaires, et du fait qu'il y a eu des purges absolument staliniennes au cours de ces dernières années dans ce pays où la liberté d'expression n'est que vraiment nominale. Donc il est le nom de la démocrature, il est le nom de la nostalgie d'empire, c'est-à-dire de l'Empire ottoman, mais aussi de l'islamisme militant
version frères musulmans. Il fait partie de cette mouvance des frères musulmans qui partagent une idéologie tout à fait conquérante. Je vous rappelle cette citation désormais célèbre d'Erdogan qui date d'il y a maintenant 8 ou 9 ans, dans laquelle il dit « Nous ferons de nos minarets des baïonnettes, de nos dômes des casques, de nos mosquées des casernes et des croyants nos soldats ». Ce ne sont pas des propos particulièrement pacifiques. Et puis enfin, il est aussi le nom d'une alliance nouvelle, notamment depuis ces échecs dans les élections municipales il y a peu de temps, de l'alliance entre les islamistes conservateurs de son parti, l'AKP, et les ultra-nationalistes du parti MHP, qui eux sont très très favorables à un certain aventurisme. Alors ça c'est vraiment pour le définir, si vous voulez. Une fois qu'on a dit ça, quels sont les buts qu'il poursuit? À mon avis, il y en a 3 qui sont de nature assez différente. Le premier but est évidemment d'affirmer la Turquie comme une puissance régionale incontournable. Et ceci se conjugue à la nostalgie d'empire dont je vous parlais. Il a déployé depuis quelques années une diplomatie, on a qualifié, mais ce n'est pas lui qui a inventé le terme, c'était en réalité son ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Davutoglu, une diplomatie de type néo-ottoman. Et effectivement, dans tout ce qui était jadis l'Empire ottoman, que ce soit en Syrie, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Méditerranée orientale, que ce soit au Caucase, on le voit avec l'Azerbaïdjan, ou que ce soit dans les Balkans, il poursuit une diplomatie très, très activiste. Et une diplomatie, je dirais, un peu révisionniste ou un peu revancharde, en profitant bien entendu de l'effacement de l'Occident. Alors l'effacement des États-Unis, c'est évident, c'est dès que les États-Unis ont retiré leurs troupes en Syrie et annoncé leur intention de se retirer d'Irak, qu'Erdogan a déclenché l'intervention militaire turque dans le nord de la Syrie contre les Kurdes syriens, qui étaient nos alliés, qui sont nos alliés dans la lutte contre Daesh, et l'effacement de l'Europe, puisqu'il fait chanter l'Europe avec, bien entendu, le chantage aux réfugiés, pour lesquels il est toujours prêt à ouvrir l'écluse, les portes de l'écluse, à intervalles périodiques. Donc c'est la première chose, s'affirmer comme puissance régionale, la puissance néo-ottomane, si vous voulez. Mais en outre la nostalgie de l'Empire, il a une nostalgie du califat. Le califat aboli par Atatürk en 1924, comme il referme complètement la parenthèse du kémalisme, il est clair qu'il cherche à reprendre le leadership du monde sunnite. Et ça, c'est évidemment une entreprise qui est dirigée contre les prétentions de l'Arabie saoudite. Il le fait avec la complicité de son voisin qatari, d'ailleurs, et avec de tout le réseau des frères musulmans à travers tout le Moyen-Orient. Mais il le fait avec aussi d'autres complicités, ce qui est très intéressant et qui mériterait de plus longs développements. Une certaine complicité de l'État d'Israël, par exemple, qui est quand même un allié ou en tout cas un partenaire traditionnel de la Turquie. N'oublions pas que la Turquie est le seul pays musulman qui ait reconnu Israël dès sa proclamation d'indépendance en 1948 et qu'on les retrouve souvent côte à côte ou dans des échanges d'armement. L'Israël est en guerre avec le monde chiite. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ils se retrouvent du coup du côté de la Turquie et d'Erdogan dans cette rivalité avec le monde chiite et avec l'Iran. Complicité aussi avec la Russie. Bien sûr, il achète des armements à la Russie, ce qui est quand même extraordinaire pour un pays membre de l'OTAN, n'est-ce pas? Et en Syrie, en Libye, il est opposé aux Russes, mais en réalité, on voit bien qu'il y a une certaine connivence. Et puis le troisième but, c'est évidemment de faire diversion par rapport aux problèmes internes de la Turquie, parce que l'état de l'économie turque est loin d'être flambant, vous l'avez rappelé, Philippe, mais il faut rappeler aussi qu'il a perdu dans les élections municipales récentes la municipalité d'Istanbul et la municipalité d'Ankara, qu'il y a un mécontentement croissant dans la population turque, qu'il y a la perspective d'élections en 2023 et qu'il y a une crise économique sérieuse avec aujourd'hui une inflation à 12%, la livre turque qui s'est effondrée effectivement de 25% cette année et un chômage de 13%, en réalité de 26% chez les jeunes, ce qui a fait que Moody's, par exemple, l'agence de notation, a dégradé la dette turque
au niveau B2, ce qui la met au niveau de l'Égypte, ce qui ajoute l'insulte à la blessure. Alors, du coup, se tourner vers un ennemi, une cible, un bouc émissaire, en l'occurrence la France, c'est une chose qui permet de faire diversion. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, il me semble qu'il y a une chose très, très importante dont il faut que nous nous rappelions, j'allais dire nous, Européens, c'est combien aujourd'hui ce dictateur Erdogan, nous lui avons fait confiance à l'origine lorsqu'il est arrivé au pouvoir en Turquie, après avoir été maire d'Istanbul, au début des années 2000. Et par rapport à ce que disait François sur le fait qu'il y a une espèce de jeu entre la tradition du sultan et du calife qui vient de l'Empire ottoman, donc le calife comme chef religieux, le sultan comme chef politique, il faut se rappeler que lorsqu'Erdogan devient un interlocuteur privilégié de l'Europe, on est encore dans une situation où la Turquie est candidate à l'adhésion à l'Union européenne. Tout au long des années 2000, alors progressivement les choses vont se dégrader, et notamment lorsque Nicolas Sarkozy est élu président de la République, avec Angela Merkel, ils prennent très fortement position sur le fait que la Turquie ne sera pas membre de l'Union européenne. Et ça dégrade évidemment les relations avec Erdogan. Mais au fond, ce qui est intéressant, c'est que tout au long de cette décennie 2010-2020, on voit progressivement Erdogan devenir d'abord beaucoup plus explicitement un chef religieux, c'est-à-dire, rappelons que l'AKP, lorsqu'elle avait été créée à la fin des années 90, se voulait un parti à la fois islamiste et démocratique, par rapport à une tradition dans laquelle l'armée turque incarnait la laïcité, dans la tradition de Mustafa Kemal, mais une forme d'autoritarisme. Et au fond, il y avait tout un jeu sur laïcité signifie-t-il démocratie en Turquie. C'était un sujet notamment qui a été posé par Orhan Pamuk, le grand écrivain turc que nous connaissons tous. Donc il y a tout un jeu sur lequel, progressivement, Erdogan, le caméléon, devient aujourd'hui, comme l'a rappelé François, quelqu'un qui aspire au fond à devenir un chef international de l'islam, voire de l'islamisme dans le monde, mais qui a au départ été un interlocuteur jugé fiable et jugé davantage démocrate par l'Union européenne. Et c'est quelque chose qui montre aussi combien nous, Européens, et l'Union européenne particulièrement, vous le rappeliez Philippe, Ursula von der Leyen a pris des positions assez fermes vis-à-vis d'Erdogan. Erdogan, d'une certaine manière, défie l'Union européenne avec en arrière-plan une longue histoire et aussi évidemment la question du traité de Lausanne 1923, le fait qui a démantelé l'Empire ottoman. Il y a quelque part toujours en arrière-plan l'histoire, et cette histoire, nous, Européens, nous devons la garder aussi en arrière-plan, mais y compris l'histoire immédiate. Deuxième point très important, me semble-t-il, c'est l'extrême personnalisation de la haine d'Erdogan à l'égard d'Emmanuel Macron, une extrême personnalisation qui ne date pas du début octobre, qui s'est manifestée dès 2019, au moment du sommet de l'OTAN, lorsqu'Emmanuel Macron avait proclamé que l'OTAN était en état de mort cérébrale par une phrase provocatrice et destinée en fait essentiellement à l'époque à montrer que le lien entre Donald Trump et Erdogan était quelque chose d'assez, qui aboutissait au fait que l'OTAN ne correspondait plus à sa vocation, puisque Erdogan n'avait pas hésité à acheter un bouclier antimissile à la Russie. À partir de ce moment-là, Erdogan, rappelons-nous, a dit que la mort cérébrale, c'était d'abord celle du président Macron. Et donc, il vient, il y a une dizaine de jours, d'expliquer que Emmanuel Macron devrait soigner sa santé mentale. Donc, on est à un niveau de violence et d'attaque personnelle assez rare dans les relations diplomatiques, qui traduit aussi d'abord l'absence de limite d'Erdogan et le fait qu'il teste en permanence la résistance de ses adversaires, et donc la nécessité d'une riposte organisée, certes dans le calme, mais claire du côté de l'Union européenne. Et puis, le fait que cette espèce de caractère extrêmement guerrier correspond aussi sans doute à une irritation en politique intérieure française, parce que au début du mois d'octobre, Emmanuel Macron a prononcé au Mureau dans les Yvelines un discours très clair sur les séparatismes, expliquant notamment qu'un certain nombre de mosquées salafistes allaient être fermées, expliquant qu'un certain nombre d'associations cultuelles n'auraient plus droit de citer, et entérinant de manière très claire le fait que les cours de langue
qui étaient donnés avec des professeurs payés par les pays d'origine n'auraient désormais seraient également supprimés. Donc, lorsqu'on sait qu'il y a 700 000 Turcs en France, lorsqu'on sait, comme ça a été rappelé par François, qu'aujourd'hui Erdogan, au fond, mène une espèce de guerre culturelle, de conquête culturelle, y compris avec les diasporas, on voit combien il y a chez Erdogan une volonté, je pense, de s'immiscer dans la politique intérieure française, et que Emmanuel Macron est à la fois le seul qui, au niveau européen, lui ait explicitement résisté, et qui, sur le sol français, à travers une importante communauté turque, est en train aussi de remettre les choses en ordre par rapport à un islamisme qui est à l'offensive. Donc, à partir de là, comment faire pour que l'Union européenne organise une position diplomatique qui soit suffisamment forte et qui puisse relayer les positions d'Emmanuel Macron? Il me semble que c'est la question qui est aujourd'hui posée. Lionel Zinsou. Oui, alors, moi, je suis frappé par le fait que vous avez tous les deux insisté sur ce rôle auprès de tous les musulmans du monde. Et dans la définition d'Erdogan que donnait François tout à l'heure, il faudrait peut-être ajouter le rôle d'hégémone. Il y a là, clairement la recherche d'une hégémonie, d'un leadership sur le monde musulman. Mais je voudrais rappeler quelque chose que j'ai essayé déjà de dire dans nos conversations. L'islam n'est pas arabe. Et donc, son message, il est destiné au monde entier et il y a vraiment une place à occuper que manifestement il ambitionne de leader du monde musulman. Parce qu'encore une fois, évidemment qu'il est arabe d'un point de vue historique et culturel, simplement les effectifs des communautés musulmanes, ils sont infiniment plus nombreux que le monde arabe. Le monde turc est turcophone. On a vu le rôle de la turcophonie dans les événements entre les Azéris turcophones et musulmans et l'Arménie à l'occasion de la guerre au Caucase. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il y a un mouvement turcophone très important qui dépasse les frontières actuelles de la Turquie. Il y a clairement l'islam persophone et le rayonnement de l'Iran dans les communautés chiites, mais ça va bien au-delà. Il y a évidemment les plus grands pays musulmans qui ne sont pas arabes, qui sont l'Inde, qui sont le Pakistan, qui sont l'Indonésie. Il y a les communautés en Asie du Sud-Est et en Chine. Et puis, il y a la progression de l'islam dans une Afrique qui n'est pas seulement l'Afrique du Nord arabophone, mais qui est aussi bien l'Afrique Haoussa du Nigeria, premier pays musulman d'Afrique, et un pays où il y a plus de musulmans qu'en Turquie. Il y a évidemment le Sahel, il y a l'Afrique de l'Est. Et donc, il y a bien une question de leadership. Qui va avoir en termes de soft power et en termes de pouvoir économique et en termes de pouvoir militaire, puisque la Turquie projette des troupes et des armes dans toutes les directions et est active sur le terrain, par exemple aussi bien en Libye que proche de ses frontières au Karabakh ou en Syrie. Donc, il y a un enjeu qui est important. Moi, je trouve que le côté royaume arabe de la France fait penser qu'il y a une puissance régionale, comme disait François, que la Turquie veut à nouveau réincarner. Mais c'est plus que régional. Il y a un rôle mondial sur la communauté musulmane et la Turquie, à mon avis, ambitionne plus que d'être une puissance régionale. Et elle le fait dans un certain vide, mais qui n'est pas que le vide de l'Occident, qui est également la faiblesse iranienne, qui est également, s'il s'oppose à la Russie dans de nombreux domaines, et frontalement, militairement en Libye, et ça a failli être également un clash militaire en Syrie. Il y a aussi une sorte de vide russe par rapport au monde musulman, et il y a un problème chinois par rapport à la question des Ouïghours, qui est une des questions qui est en train de prendre de plus en plus d'importance pour dégrader l'image chinoise. Et donc,
La Turquie n'a pas simplement une ambition de puissance régionale. Elle a, à travers l'islam qui n'est pas arabe majoritairement, il l'est peut-être historiquement, mais il est très minoritaire, une place considérable pour les musulmans non arabophones. Donc ça me paraît important. Et la puissance économique, même si elle est dégradée par la crise de la Turquie au service de ses ambitions géopolitiques, elle est non négligeable. En Afrique, je ne sais pas pourquoi, la France regarde en permanence les progrès de la Chine. Elle devrait regarder, à bien des égards, dans les domaines de services et dans une partie de l'Afrique, de l'océan Indien, les progrès de l'Inde, mais elle devrait surtout regarder les progrès de la Turquie. La Turquie qui a ouvert partout des écoles, partout des escales de sa compagnie aérienne qui a le plus grand réseau du monde. Quand vous avez le plus grand réseau du monde et la compagnie qui se développe le plus, compagnie aérienne qui se développe le plus vite qu'Emirates, plus vite que Etihad, etc., vous avez bien des ambitions qui sont au-delà des frontières d'une région. Et sur les marchés de travaux publics, de bâtiments, d'infrastructures, la montée en puissance hyper compétitive des grandes sociétés turques, elle est très significative. Donc oui, il y a une volonté de puissance, il y a une volonté d'hégémonie, elle profite de nombreux vides, mais surtout le monde musulman manque de leaders. Il a eu, à un moment donné, avec le nasserisme, des leaders politiques. Il y a un vide à remplir et il essaye de le remplir. La deuxième chose qui me frappe, c'est quand même le style de l'injure populiste. Il y a du Trump et du Bolsonaro dans les diatribes contre Macron. Vous avez vu qu'il continue d'ailleurs, puisque hier ou avant-hier, il était traité de primitif, Emmanuel Macron, après la violente réaction de M. Erdogan à la couverture de Charlie Hebdo, qui le caricature lui-même. Réjouissons-nous de voir que le vocabulaire des injures de M. Erdogan n'est pas limité. Et passons, si vous voulez bien, l'heure en est arrivée, passons aux brèves. Je voudrais les ouvrir en soulignant, je crois que Lionel en parlait tout à l'heure, la nécessité de laisser les librairies ouvertes, ou plus exactement maintenant, de les rouvrir. Et je voudrais signaler un tout petit livre paru au Mercure de France qui s'appelle Le goût des livres et qui est composé d'une anthologie de textes aussi bien d'auteurs du patrimoine comme Flaubert ou comme Jules Lemaître ou comme Valéry, que d'auteurs contemporains comme Éric Chevillard, Jean-Jacques Brochier, François Bon et beaucoup d'autres, et qui chacun en quelques pages dit ce que représente pour lui le livre et ce que représente la lecture et la librairie. Lucille Schmitt. En deux mots, je voulais recommander deux livres. Le premier est un livre de Guillaume Perrier qui était paru chez Actes Sud en 2018, qui s'appelle Dans la tête d'Erdogan. Et c'est un livre qui montre remarquablement la trajectoire du caméléon Erdogan et la manière dont il a su effectivement se fondre avec toute une série de personnages que nous avons évoqués, califat, sultan, etc., etc. Et le deuxième livre, qui était paru cette fois en 2016, d'Olivier Roy, s'appelle Le djihad et la mort. Il est paru aux éditions du Seuil. Il y a notamment une phrase effrayante qui est évoquée par Olivier Roy dans ce livre. « Nous aimons la mort, vous aimez la vie », une phrase de Mohamed Merah. C'est un livre très intéressant qui invite à distinguer en fait entre la question du salafisme, la question de la conquête culturelle par l'islam et la question terroriste, en expliquant comme le dit Olivier Roy par cette phrase fameuse, qu'on assiste en fait à une islamisation de la radicalité et non pas à une radicalisation de l'islam. Méditons là-dessus. François Bujon de l'Étang. Philippe, je placerai ma brève dans le domaine du jazz. Vous savez que j'ai la faiblesse de vouloir entraîner nos auditeurs de temps en temps. Juste pour souligner une nouvelle assez triste qui nous est arrivée la semaine dernière, le pianiste Keith Jarrett, que tout le monde connaît, qui est immensément populaire avec son trio
de Standard avec Jack DeJohnette et Gary Peacock, a annoncé le 21 octobre qu'il quittait la scène et qu'il allait sans doute quitter le piano. La vérité est qu'il a été victime de 2 AVC en 2018, l'un au mois de février et l'autre au mois de mai, qui l'ont laissé paralysé de tout le côté gauche de son corps. Il ne peut pas se servir de sa main gauche toujours et la main droite n'est revenue que partiellement. Et il dit donc adieu à la scène, sans doute adieu au piano, ce qui lui a été probablement dicté aussi par la mort en septembre dernier de son bassiste Gary Peacock, qui appartenait depuis plus de 20 ans à son trio. Ce sont des nouvelles tristes, donc il faudra se remettre en écoutant le premier des disques de Keith Jarrett chez ECM, qui s'appelle Facing You, qui date de 1972, qui est magnifique, très prometteur et qui annonce bien entendu ce que seront tous ces grands disques en solo depuis Cologne jusqu'à tous les autres. Lionel Zinsou. Oui, moi je voudrais également recommander un livre et rappeler qu'avec l'opération Click and Collect, on peut se tourner vers les librairies de quartier, celles qui ont un site et qui vous livreront ce que vous commanderez. Il n'y aura pas que l'e-commerce, mais aussi les libraires. Un livre de Philippe Aghion, le professeur d'économie du Collège de France, qui est un des livres économiques les plus importants de la décennie, Le pouvoir de la destruction créatrice. La destruction créatrice, c'était un thème de Joseph Schumpeter, et il donne à ce thème une modélisation théorique et empirique qui développe beaucoup la théorie de Schumpeter. C'est vraiment sur l'histoire économique. Ça répond à beaucoup d'énigmes, beaucoup de questions qu'on se posait sur la croissance des pays qui ont émergé. Et il donne sur les politiques publiques avec un primat considérable à l'innovation, des leçons extrêmement stimulantes, y compris pour sortir et penser le monde d'après. Il montre qu'on ne peut pas congeler l'économie comme malheureusement on est un peu obligé de le faire aujourd'hui, que oui, il y aura des destructions sectorielles, oui, il y aura des secteurs sinistrés, mais au fond, par l'innovation, mais ça suppose d'orienter les politiques publiques qui sont très nécessaires, ce n'est pas simplement le jeu du marché, par l'innovation, par l'investissement, par l'éducation, on arrive à faire des changements de modèle, passer d'une économie complètement agricole à une économie moderne, industrielle et de services sans chômage. On peut robotiser comme on a fait au 19e siècle également avec les développements de la machine à vapeur, des automatismes. On peut tout à fait, sans chômage de masse, vivre le monde d'après. Vous nous recommandez. Merci beaucoup. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, à Nicolas Tourneau qui s'occupe de notre site, Olivier Magloire qui surveille les plateformes de financement, car nous vivons de vos contributions et de vos encouragements et ne nous ménagez donc ni les unes ni les autres. Et merci à Julien Deville et à Nouvelles Écoutes qui nous produit. Et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous du Nouvel Esprit Public.